Les Berbères du Maroc. Qui sont-ils? Que sont-ils? Partie 3, chapitre suivant. La culture, prise au sens anthropologique, englobe toute la production d'une société donnée, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, simple ou complexe, modeste ou élaborée. Elle est le reflet de la vision du monde de la société en question, de son rapport à son environnement et à son histoire. La culture n'est pas une donnée tangible dont on prend connaissance une fois pour toutes. Au contraire, c'est une construction, et en tant que telle, elle est portée par un processus. Selon l'espace, le temps, les individus qui la produisent et qu'elle façonne à son tour, elle revêt des aspects différents. Elle n'est pas la somme des savoirs et savoir-faire des individus qui composent la société qui la sécrète. Elle est à la fois dans les individus et elle les transcende. Elle n'est pas égale à elle-même à deux endroits, deux moments, ni chez deux individus différents. Elle est changeante, diverse, variée, complexe. La culture ou les cultures berbères n'échappent pas à ces constats. Dans un texte précédent, j'avais proposé une définition de la culture marocaine. Les traits classiques identifiés de la culture berbère sont une société agro-pastorale nourrie par le rapport primordial à la terre et aux troupeaux, mais aussi à l'échange et à la circulation de biens, le travail qui est une valeur et l'honnêteté une vertu, les deux étant des horizons poursuivis vers lesquels il faut constamment tendre, un rapport au sacré qui fonde et consolide des relations sociales intenses, notamment les jours de fête ou de réjouissance, de deuil ou de détresse, qui ponctuent une vie pleine de labeur. Les éleveurs, les paysans, les commerçants et les artisans, qui font tous preuve d'un amour pour le travail bien fait, mais qui savent savourer un repos bien mérité. Chez les éleveurs, les jours de tonte des moutons donnent lieu à une intense activité ludique. Chez les paysans, des jours sont chômés pour se reposer, se purifier. Chez les artisans et les commerçants, il est encore aujourd'hui coutume, dans les médinas, de fermer le vendredi. Le produit agricole, pastoral, artisanal, qui est destiné à satisfaire la consommation familiale, communautaire, mais qui n'échappe pas à l'échange, à la circulation, si bien qu'on est toujours agriculteur, éleveur ou artisan de quelqu'un. Les carences de la nature auxquelles on oppose l'ingénieuse complémentarité des hommes, le sens de la famille, de la parenté, des liens de sang qui prend d'ici toute son ampleur, la commensalité et l'hospitalité qui requièrent tout leur sens, le rapport primordial à la terre, aux troupeaux, au commerce, aux liens de parenté, qui trouve également son expression dans la promptitude à les défendre. Le berbère est un farouche guerrier. Depuis la plus haute antiquité, sa terre convoitée lui a appris à se sacrifier. Les épisodes d'Aédémon en révolte après l'assassinat de Ptolémée par Caligula, de Cosséila repoussant l'armée de Okba, des Sadiens défendant les côtes contre les Espagnols et les Portugais, et plus récemment de la résistance à la colonisation franco-espagnole, 1907-1936, n'en sont que les plus notoires. Les armes gravées sur la pierre ou ciselées dans le métal, la maîtrise de la fantasia et des jeux équestres, les danses de guerre en sont quelques marques culturelles distinctives. Cela n'exclut pas des comportements bien humains de peur de la mort, de crainte pour soi, de trahison. Mais il y a toujours quelqu'un pour rappeler leurs devoirs aux combattants, comme le font les femmes en aspergeant de henné les habits des fuyards, moins pour en faire la risée de tout le monde que pour pointer du doigt leur lâcheté. Si la richesse est recherchée, l'ostentation est réprouvée. L'architecture reflète ce penchant pour un égalitarisme primordial, qu'il s'agisse des villages à double pente du nord méditerranéen accrochés aux flancs de montagne, des Ksours du sud saharien entourés d'enceintes protectrices ou des maisons agglutinées derrière leurs murailles dans les villes historiques. Là comme ici, se déploie la même sobriété des façades,
la même modestie des formes, la même humilité, cette demeure n'étant qu'un gîte provisoire pour le passage de l'humain, finissant sur une terre qui n'appartient durablement qu'à son Créateur. C'est ainsi que le faste n'est concédé qu'à quelques personnes qui, en contrepartie, doivent faire montre de générosité à l'égard du plus grand nombre. Des mécanismes économiques, sociaux, politiques et éthiques permettent une régulation, un contrôle des individus par la communauté, des cycles de redistribution, parfois même un usage de la violence. Et lorsque l'accumulation de la richesse est conjuguée à l'accaparement du pouvoir, que la contestation devient un acte dangereux, une croyance messianique conforte l'attente de jours meilleurs. Ces traits distinctifs ne sont pas, loin s'en faut, visibles dans les faits, partout sur le territoire et à toutes époques de l'histoire 2 fois millénaire des Berbères. Ce sont des plafonds moraux que la société semble s'être fixés, vers lesquels les individus se doivent de tendre, sur lesquels une sorte de consensus intentionnel s'est longtemps formé. Il faut néanmoins reconnaître qu'ils doivent beaucoup au déterminisme de tout genre qui ont menacé la vie des Berbères des siècles durant, l'insécurité, la sécheresse, les épidémies, les guerres, la mortalité infantile, la maladie, etc. La solidarité et l'égalitarisme cimentés par une morale religieuse, hétérodoxe ou orthodoxe, chez les musulmans comme chez les juifs, sont ainsi devenus des conditions nécessaires à la continuité de la vie sociale. Lorsque la sécurité s'instaure, que les individus s'autonomisent par rapport à la communauté, que l'État se substitue aux cadres sociaux traditionnels de petite et de moyenne échelle, ces valeurs se fissurent et à la différenciation au sein du groupe ou entre groupes voisins se substitue désormais le désir de distinction dont l'étalage des signes de richesse est l'un des indicateurs. C'est ce que nous observons depuis près d'un demi-siècle. Maintenant, s'agit-il d'une culture ou de culture berbère? La réponse n'est point aisée. Si l'on se place au niveau des frontières politiques d'un État souverain comme le Maroc, on dira que la culture berbère marocaine est une. En revanche, si l'on se penche à un niveau régional ou local, on penchera plutôt pour la diversité. Dans le premier cas, on parlera d'une culture nationale, définie, moins par des traits partout semblables et en tout point comparables, que par des frontières géopolitiques qui, à la longue, finissent par s'exprimer dans la culture. C'est ce qui est appelé communément Al-Thaqafa al-Maghribiya ou culture marocaine, avec cette acception bien jacobine longtemps adoptée par les élites politiques et intellectuelles. Mais la notion de Thaqafa réfère surtout à un savoir livresque hérité du passé ou produit à l'heure actuelle, notamment dans la langue officielle, l'arabe, dans les langues dominantes, surtout le français, plus rarement dans d'autres idiomes. Le livre est ainsi le noyau dur de la Thaqafa, c'est-à-dire ce savoir acquis par la lecture, ou plus exactement par la mémorisation. C'est le savoir de l'élite, ce qui la distingue du commun des mortels. D'ailleurs, le terme qui renvoie à l'intellectuel en arabe, mutakkaf, est dérivé de la notion de thaqafa. La valorisation du livre et de l'écrit aux dépens du savoir oral et du savoir-faire ont entraîné la marginalisation de fait de l'ensemble de la production culturelle qui ne s'exprime qu'oralement. Ces dernières années seulement, le sens de la notion de thaqafa commence à transcender les frontières du sens commun et du savoir livresque. Ça et là, de manière lente et progressive, se fait jour un glissement sémantique vers l'acception anthropologique. Mais la notion demeure, pour de nombreux cercles d'utilisateurs, réservée au domaine savant arabo-musulman. Lorsqu'elle est étendue à l'ensemble de la production sociale, l'épithète populaire lui est accolée. On parle alors, non sans quelque déconsidération, de Thaqafa Sha'biya, cette culture orale produite et transmise par le peuple des campagnes, des montagnes et des villes, qu'elle soit d'expression berbérophone ou arabophone. Il s'agit, dans leur esprit, d'une culture de seconde zone, dépréciée, non écrite, non codifiée,
basée sur la transmission orale, en somme d'une sous-culture. Dans le second cas, il est question de diversité des cultures qui composent un espace national fédérateur. Elle est défendue par les berbéristes, porte-parole des franges qui se sentent exclus de la société, qui trouvent appauvrissante une monoculture sourde aux multiples voies d'une expression riche et diverse. Un néologisme a d'ailleurs été forgé pour exprimer l'idée agraire originelle de la notion de culture. Il s'agit du mot « idlez » qui se réfère aux premières pousses des céréales dans le langage courant, ou du mot « tusna », connaissance, adopté dans l'appellation officielle de l'Institut royal de la culture Amazigh. De manière tout à fait inverse à la conception livresque, savante, l'oral est ici à l'honneur, puisque l'idl, ou la tusna, est d'abord une culture ancestrale, transmise par l'oralité. On y opère même parfois des choix, intégrant ou excluant tel ou tel trait, acceptant ou rejetant tel ou tel fait de culture. Les uns la conçoivent comme une construction, en devenir, comprenant ce tout, accumulé depuis des dizaines de siècles, voire de millénaires. Les autres y voient un motif d'antique fierté, basé sur les éléments originels, aux dépens des sédimentations de l'histoire. Cette dernière option, au demeurant toute minoritaire parmi les berbéristes, est davantage une réaction extrême face à la négation de la diversité. Du point de vue de la diversité culturelle, il ne s'agit pas d'appréhender la culture à travers le prisme des clichés colportés par certains supports, dont le livre scolaire, les médias et une idéologie née au lendemain de l'indépendance et qui veut faire admettre pour acquis tel ou tel aspect de la culture érigé en modèle de référence. Il importe au contraire de penser d'abord en termes de longue durée et de pluralité. Il ne s'agit pas seulement des grands thèmes ou produits culturels de poids, mais aussi de l'anodin, du trivial, de tout ce qui passe inaperçu parce que trop familier, trop proche, trop subjectif pour attirer l'attention. Il est question en somme de découvrir ce qui fait la profondeur et l'épaisseur de la culture marocaine, par-delà la multiplicité des expressions qui la caractérisent, et des langues dans lesquelles celles-ci se donnent à voir. Quelques exemples permettent d'en rendre compte. Dans le registre du geste, le fait de porter la main ouverte à son menton, de le caresser en fermant les doigts et en les faisant glisser vers sa base, se pratique partout au Maroc, avec la même signification de jurer de nuire, tôt ou tard, à la personne à laquelle on s'adresse pour un tort qu'elle nous a causé. Le même geste a été remarqué chez Kozeila à l'égard d'Okba au VSC, lors de la conquête arabe omeyyade de l'Afrique du Nord. Dans le registre de l'alimentation, la consommation de l'escargot est un fait culinaire tout à fait caractéristique de la culture marocaine. On peut aujourd'hui encore déguster un bol de gastéropodes sur la place Jemaah El Fna de Marrakech, par exemple. Or, les archéologues préhistoriens découvrent dans les sites qu'ils sont amenés à fouiller des escargotières, c'est-à-dire des amas de coquilles d'escargots consommés par les hommes préhistoriques il y a plusieurs millénaires. Voilà un trait culturel culinaire ancien et qui nous semble aujourd'hui bien familier. Il faut cependant signaler que, traditionnellement, nombre de Berbères, montagnards notamment, ne consomment guère ce gastéropode. Dans le registre de l'architecture funéraire, le mausolée Mohamed Vir à Rabat est l'un des monuments les plus visités de la capitale. À première vue, il semble se rattacher à une tradition qui serait née avec les Idrissides, mausolée d'Idriss, hier aux Zéroun, et d'Idriss II à Fès, pratiquée par les Mérinides, nécropole du Chéla à Rabat, par les Sadiens, les tombeaux sadiens à Marrakech, puis par les Alaouites, mausolée de Moulay Ismaïl à Meknès et de Mohamed Vour à Rabat. Or, la tradition d'élever une construction sur la tombe d'un roi ou d'un chef illustre est bien plus ancienne. Elle est pratiquée depuis que des rois existent au Maroc, et plus largement en Afrique du Nord. Pensez au mausolée dit de Massinissa à Douga en Tunisie, au tombeau dit de la Chrétienne,
et au monument appelé le Médrassen en Algérie. Au Maroc, le monument le plus imposant de ce type s'appelle El Gour et se trouve dans la région de Meknès. On ignore pour quel roi ou chef il a été construit et quelle fut l'étendue du pouvoir de ce dernier, mais, par ses proportions et ses matériaux de construction, il constitue un honorable ascendant pour les mausolées des époques ultérieures. Dans le registre du sacré, la prépondérance des saints et des saintes est le signe de la prégnance de l'intercession avec l'au-delà comme recours pour conjurer le malheur. Elle est le signe aussi de ce besoin de matérialiser la force surnaturelle, de lui déléguer la gestion de la souffrance humaine. Le fait est, du reste, relevé aussi bien parmi les musulmans que parmi les juifs. Les études sur la sainteté au Maroc sont nombreuses. Voir notamment Fenech Reissou. Tous ces traits si caractéristiques de la culture berbère et marocaine témoignent de son enracinement parfois millénaire, souvent séculaire. Ils attestent aussi de sa capacité à adopter, à adapter, à faire sien nombre d'autres traits issus d'autres cultures, avec lesquelles elle est entrée en relation dans un échange tantôt pacifique, tantôt violent, d'autres fois acculturant. La culture berbère stricto sensu au Maroc pose un problème de définition jusque dans sa dénomination même. C'est une culture qui prend conscience d'elle-même au moment où elle se trouve confrontée aux changements les plus accélérés de son histoire. La langue, véritable creuset de cette culture et vecteur de sa pérennité, est souvent perçue comme étant le seul critère de sa définition. Or, la langue est peut-être un critère principal de définition, mais, d'un point de vue anthropologique, il est loin d'être le seul. De ce point de vue, la culture berbère déborde sur les frontières de la berbérophonie. Elle s'exprime également en darija, l'autre langue nationale des Marocains, dont la structure grammaticale adopte le modèle berbère et une partie non négligeable du vocabulaire. On peut soutenir que la culture berbère se présente sous deux formes en apparence contradictoires, en réalité complémentaires, une culture berbère lato sensu et une autre stricto sensu. Pour donner une image géographique, disons que nous avons affaire à deux versants d'une même montagne. Au lieu de se placer devant l'un des deux versants et ne voir qu'une partie de la réalité, nous choisissons de nous mettre sur les crêtes, à la façon du Zarathustra de Nietzsche, de façon à embrasser du regard la totalité de la chaîne, son versant ensoleillé comme l'autre ombragé, son ubac comme son adret. Du point de vue de la linguistique historique, un versant a été tour à tour punique, latin ou arabe, l'autre berbère, l'un citadin, l'autre rural, l'un prédisposé aux influences externes, l'autre les accueillant avec un plus grand sens de la mesure. De ce point de vue, la culture berbère constitue un socle qui a influencé les cultures méditerranéennes et sur lequel sont venus se greffer des apports multiples, phéniciens, romains, africains, juifs, arabes, islamiques, andalous, européens, etc. Or, ces apports sont présentés comme étant en dehors de la berbérité, alors qu'ils font aujourd'hui partie intégrante de cette identité comprise au sens large. C'est comme si nous disions que le thé vert n'est pas berbère, parce qu'à la fois non cultivé au Maroc et d'origine asiatique. Plaider pour une inscription de ces apports dans une culture berbère lato sensu, épousant parfaitement les contours de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture marocaine, est une idée qui peut paraître saugrenue. Pourtant, la culture berbère n'est pas dans la culture marocaine, elle est la culture marocaine. Je ne parlerai pas de l'étendue géographique, car il faudrait porter le regard au loin sur l'ensemble de l'Afrique du Nord, Égypte partiellement comprise. Je me limite aux frontières politiques du Maroc d'aujourd'hui. La culture berbère y est tout sauf monolithique. Diverse, elle l'a toujours été, et géographiquement et humainement. On a cultivé la différence parfois jusqu'à l'excès, dans le vêtement, le costume, la parure, le mobilier, la nourriture, les fêtes,
les traditions, la langue, etc. Dans cette diversité, on est tiraillé entre deux tendances antinomiques mais complémentaires. Leurs ingrédients se retrouvent dans cette même culture berbère, prise au sens large. Longtemps cantonnées dans des catégories rigides et dichotomiques, officialisées par les chercheurs du protectorat, elles offrent pourtant le visage de deux versants d'une même réalité. Car on a souvent opposé le pays berbère au pays makhzen, sous-entendu arabe, la ville à la campagne, l'autocratie à la démocratie, la citadinité à la ruralité, le raffinement à la rusticité, la symétrie à l'asymétrie, etc. Qu'il s'agisse du domaine géopolitique, architectural, culinaire ou artistique, l'on ne cesse de présenter un Maroc foncièrement divisé en deux. Il suffit de consulter la littérature coloniale produite sous le protectorat pour s'en convaincre. Le fameux Bled el Makhzen, Bled Siba, avec tout ce qu'il sous-entend comme différences linguistiques, institutionnelles, culturelles. Il suffit d'invoquer la dichotomie culture savante versus culture populaire, chère aux intellectuels marocains, comme elle a été signalée plus haut, pour s'en convaincre. Or, depuis la plus haute antiquité, le pays est tour à tour tiraillé entre une orientation démocratique en pays insoumis et une tendance autocratique ou théocratique en pays soumis. Songeons à Juba II et son fils Ptolémée combattant au début du Liesse. Les tribus au-delà du Lim, comme le feront bien des sultans musulmans, laïcs ou chérifiens, plusieurs siècles après, depuis les Almoravides jusqu'aux Alaouites. De ce point de vue, la berbérité et sa forme moderne ou contemporaine, la marocanité, n'est pas uniquement synonyme d'exercice démocratique du pouvoir. Elle est parfois la négation de celui-ci, autocratie ou théocratie, souvent incarnée par une monarchie, une principauté ou un émirat. Elle tire sa légitimité du sacré en général, d'une religion en particulier. Ce faisant, elle renie les fondements culturels de l'exercice du pouvoir en contradiction avec les intérêts présents. Les agents du pouvoir en place, pour berbères conscients ou inconscients qu'ils soient, deviennent les reproducteurs et les gardiens de l'idéologie du moment, du pouvoir politico-économique qui les adopte. Le Makhzen lui-même, en tant que mode d'exercice du pouvoir, n'est-il pas constitutif de la culture berbère au sens où nous la définissons ici? Car, aussi loin que l'on remonte, on est frappé par cette opposition presque systématique entre un pays soumis et un pays insoumis, l'un comme l'autre géré, certes selon des règles différentes, mais par des gens issus d'une même culture, présupposant les deux modes de gestion. Mais cette opposition est loin d'être symétrique. À toutes les périodes de l'histoire de ce pays, le pays insoumis peut parfois se révéler le plus sûr soutien du Makhzen, comme la ville en pays soumis peut être le lieu d'une fronde à l'égard de ce même pouvoir central. Il a existé à Fès et à Marrakech jusqu'au début du XXe siècle, une fête du sultan des Tolba, une sorte de parodie du pouvoir organisée par les étudiants des médersas. Elle consistait en un renversement des rôles ayant comme point d'orgue la réception par le sultan des étudiants des insignes de la souveraineté de la part du sultan réel, Triki 2011. Preuve qu'en ville, les forces de la contestation, représentées par les corporations d'artisans et les oulémas, n'étaient pas toujours absentes, tout comme les tribus pouvaient tour à tour jouer de leur proximité ou de leur éloignement d'avec le Makhzen. De la même manière, on oppose généralement architecture berbère et architecture arabo-musulmane ou arabo-andalouse. Dichotomie ô combien trompeuse au regard du pouvoir syncrétique dont la culture berbère Lato Sensu a fait preuve. Il s'agit bien de l'enrichissement d'un art architectural autochtone par les apports, les influences des cultures arrivées au Maroc, soit par le contact, soit par l'occupation, l'invasion ou l'influence. De ce fait, l'architecture dite arabo-musulmane ou encore hispano-mauresque
n'est pas moins berbère que l'architecture rurale considérée comme spécifiquement autochtone. Dans les deux versants de cet art, nous percevons la synthèse qu'éléments locaux et exogènes ont pu forger l'un et l'autre ou l'un dans l'autre. L'architecture des médinas, avec ses riades et palais ornés de décors en zélige, plâtre et bois sculptés et ou peints, n'est pas moins inscrite dans une culture berbère que l'architecture de terre ou de pierre spécifique aux régions pré-sahariennes ou de montagne. La spécificité de l'architecture de ce que les islamisants parmi les archéologues appellent l'Occident musulman est redevable à ce fond berbère largement sous-estimé, même aujourd'hui. Pour n'en prendre qu'un seul élément, pourquoi le minaret des mosquées est, en Afrique du Nord et en Andalousie, de forme carrée contrairement à son équivalent cylindrique de l'Orient arabe et musulman. De la mosquée de Kairouan jusqu'à la Giralda, en passant par la mosquée d'Alger, de Tlemcen, la Karaouiyine, la Koutoubia, la mosquée de Hassan II, on ne peut qu'être frappé par ce trait architectural profondément maghrébin. Dans un tout autre registre, une dichotomie entre une élite occidentaliste et une masse orientaliste caractérise l'histoire de notre pays. Hellénique puis latine versus berbéro-punique dans l'Antiquité, andalouse versus berbéro-musulmane et judéo-berbère depuis le Moyen-Âge, européanisée franco-hispano-américaine versus berbéro-arabo-musulmane depuis le XXe siècle. Un même peuple scindé en deux depuis la plus haute Antiquité est ainsi présent sur le même territoire. Les termes ont certes changé, le contexte historique et culturel aussi, mais, progressivement, les apports culturels exogènes étaient coulés dans un moule local qui en digérait la chair et en adaptait l'esprit à sa guise. Ce moule n'est autre que la berbérité lato sensu, une longue dépréciation de la langue et de l'écriture berbère, non porteuse de grandes religions ou de grands systèmes politiques, sauf sous couvert d'idéologie allochtone, est un autre paradoxe bien connu de la culture berbère. D'autant plus paradoxal que cette marginalité de la langue est peut-être en même temps le secret de sa longévité, plusieurs fois millénaire. Si le libico-berbère est quasiment seul dans les inscriptions associées à l'art rupestre au sud du Lime romain, on est frappé par la position secondaire du berbère dans le littoral atlantique et méditerranéen de l'Antiquité, par rapport au punique et au latin, au moins dans les inscriptions qui nous sont parvenues, Douga, Volubilis, Angera, etc. Son invisibilité dans les documents officiels d'État fondés par ses propres locuteurs, almoravides, almohades, mérinides et autres. Sa position marginale consacrée par les dynasties chérifiennes, saadiennes, alaouites, et adoptée par les autorités du protectorat qui hiérarchisent les langues du pays en fonction de leur capital politico-religieux plutôt qu'en fonction de leur capital socio-démographique, en fonction de leur capital symbolique plutôt que réel. La Darija se trouve ici dans la même situation que le berbère, mais elle a l'avantage d'être devenue progressivement la lingua franca, une sorte de langue moyenne vers laquelle les différences convergeaient pour y être anéanties et les ressemblances pour y être mises en valeur. Elle a aussi l'avantage d'être devenue, contre toute attente, l'équivalent dévalué mais puissant de la langue arabe classique. En ayant acquis dans l'esprit de bon nombre d'intellectuels mais aussi du peuple cette position diglossique, la Darija a vu sa position se renforcer. Désormais, elle est adossée à une langue historique et sacralisée, à laquelle elle emprunte son vocabulaire manquant, s'épargnant ainsi l'effort du néologisme. Elle abandonne progressivement l'empreinte au berbère, pourtant si important jusque-là, duquel elle se démarque progressivement. Ce qui vient d'être dit du politique et de l'architecture peut être élargi à d'autres domaines de la culture, qu'il s'agisse de l'art culinaire, des métiers, des arts et de la littérature, entre autres. Qu'il soit simple ou raffiné, qu'il procède d'un décor géométrique asymétrique ou d'un décor floral symétrique ou de la combinaison des deux, qu'il s'exprime en berbère, en darija, en arabe classique, en français ou en espagnol,
Ils sont irrigués par cette sève nourricière profonde de la culture berbère qui reçoit, depuis les temps les plus immémoriaux, les influences de cultures diverses. En définitive, la culture berbère n'est pas une composante de la culture marocaine, elle est la culture marocaine.